Donc voilà, l'intitulé de ma présentation, c'est qui perçoit les loyers des logements à Bruxelles. Alors, pour éviter que vous ayez à rester concentré toute la présentation, je vous ai préparé un résumé. Donc, en gros, ce que fait ma présentation, c'est qu'elle bat en brèche deux idées reçues sur les profils des propriétaires. La première, c'est que les propriétaires seraient dans une situation sociale telle qu'ils ont absolument besoin de ces loyers pour s'en sortir. C'est typiquement le genre d'argument qui a avancé contre toute forme de régulation des loyers, notamment ces derniers jours, avec l'abandon de la limitation de l'indexation des loyers. Donc c'est plutôt une idée reçue qui vient de la droite, si on peut dire. Et la deuxième idée reçue, serait qu'il y aurait des entreprises, des grandes entreprises liées à la finance qui achèteraient des milliers de logements pour les mettre en location. Et donc ça, c'est plutôt une idée reçue à gauche. Et donc les résultats principaux auxquels je suis arrivé, qui corroborent avec la littérature, avec notamment les travaux de François, c'est que, en gros, à Bruxelles, on a plutôt des petits propriétaires constitués en personnes physiques, pas en entreprise, plutôt aisés. Un troisième résultat, c'est qu'il y a une partie importante des logements qui sont détenus par des propriétaires qui habitent en dehors de la région bruxelloise, qu'il y a des différences en termes de structure de la propriété et que ces différences, en gros, elles sont liées à la division sociale de l'espace bruxellois. En gros, on a dans les quartiers plus riches, plus d'entreprises, plus de grands propriétaires, et dans les quartiers plus pauvres, plutôt des propriétaires qui habitent pas très loin et qui sont de taille plus modeste. Et puis enfin, un résultat sur lequel j'ai un peu moins travaillé, mais qu'en gros on a plutôt des hommes qui sont propriétaires, des propriétaires, et qui sont en âge 45-70 ans, donc plutôt pour la plupart avec encore des revenus liés au travail. Pour illustrer cette idée reçue, c'est une idée plutôt sur celle des entreprises qui achèteraient beaucoup de logements. Ici, c'est une annonce d'une régulation en Espagne où je vous ai mis en bleu là j'ai mis en évidence le fait qu'ils ont fait cette mesure de limitation des loyers en focalisant sur les propriétaires de plus de 10 logements. Ce type d'idée, alors je ne connais pas exactement la structure de la propriété à Madrid, mais est-ce que si on appliquerait ce genre de mesure à Bruxelles, qu'est-ce que ça produirait comme effet ? Alors pour cette présentation, je fais un plan classique, un petit mot de contexte, un petit mot sur ma question de recherche, brièvement la littérature, je ne vais pas vous assommer avec ça. Par contre, j'ai prévu une partie conséquente sur les données. Alors, c'est un peu la cuisine. D'habitude, on ne livre pas ça. Généralement, on ne souhaite que le plat. Mais comme j'avais un peu de temps, il me semble que c'était important de vous exposer ceci pour que vous ayez une mesure de l'incertitude des résultats que je donne et aussi des difficultés qu'il y a à travailler sur les questions de logement. Et puis, ce que vous attendrez tous, les résultats et puis la conclusion. Donc, j'imagine que vous êtes familier avec la question du logement, au moins en partie, si vous êtes ici. Et voilà, au moins, je pense que c'est quand même toujours utile de rappeler ces quelques chiffres. Donc à Bruxelles, il y a environ 60% des ménages qui sont locataires. On aurait les loyers qui ont augmenté d'environ 20% tous les 10 ans depuis 1985. C'est selon l'enquête de l'Observatoire des loyers de 2018. Alors, si vous souhaitez, plus tard, on pourra discuter de ce qu'on peut dire de la qualité de cette enquête. Une autre enquête, IUCIL, qui montre que pour les 25% les plus pauvres, les loyers pèsent lourd, de l'ordre de 40% du budget des ménages. Donc ça a un impact conséquent sur leur budget. Ça a des conséquences sur le droit au logement. Et le plus violent, c'est l'expulsion. Il y a en moyenne 11 expulsions par jour qui sont prononcées par la justice de paix. Et donc ça, c'est uniquement celles qui sont prononcées par la justice de paix. Et ça a aussi des impacts sur d'autres droits aussi fondamentaux que, par exemple, le droit à la santé. Il y a l'enquête nationale de santé en 2018 qui rapporte qu'un ménage sur 6 a dû reporter des soins de santé pour des raisons financières. Donc quand on lit cette statistique avec le loyer, la part du budget qui est consacrée au loyer, on se rend compte que
les loyers élevés n'ont pas seulement un impact sur le droit au logement, mais aussi sur le droit à la santé. Alors, toutes les statistiques que je vous ai présentées, hein, elles avaient plutôt une optique locataire. C'était des enquêtes réalisées auprès de locataires. En fait, les connaissances concernant les propriétaires bailleurs, elles sont très limitées. Par exemple, l'enquête sur les loyers, elle n'interroge que des locataires, on n'interroge pas les propriétaires. Et donc, moi, ce que j'ai proposé avec ma thèse, c'est un changement de focal, hein, c'est de ne plus parler des loyers pour les locataires, mais de parler des rentes pour les bailleurs. Alors, par rente, j'entends le revenu tiré par un propriétaire en échange de l'usage d'un bien justifié par le droit de propriété. J'ai consacré une partie de ma thèse à la théorie de la rente et j'ai une présentation publique bientôt. Je vous donnerai les informations en fin de présentation. Mais donc, en gros, la question pour cette présentation-ci, c'est qui perçoit la rente liée à la location de logement. Alors, en gros, la littérature, je ne veux pas vous assommer avec ça, mais en gros, dans la littérature, il y a 3 grands types de propriétaires. Des entreprises qui seraient liées à la finance, qui achèteraient beaucoup de logements et qui le mettraient en location. C'est souvent décrit par le concept de financiarisation du logement. Le deuxième grand type d'acteurs, c'est les ménages issus des classes intermédiaires et supérieures, qui, eux, achèteraient des logements, mais d'une plus petite mesure pour sécuriser leur pension, pour améliorer leur situation sociale. Et là, on parle parfois de financiarisation ordinaire, de patrimonialisation, rentalisation, housing asset-based welfare, pour décrire le fait que le logement devient, en gros, d'une certaine manière, le 4e pilier de pension, une façon de sécuriser sa pension en investissant dans les logements qu'on va mettre en location. Et puis il y a le 3e type qui est parfois moins connu, moins étudié, qui sont les ménages issus des classes populaires et qui mettraient en location des logements. Il y a notamment Rosa Bonheur qui a travaillé là-dessus. Alors, dans les autres études, qu'est-ce qu'elles disent par rapport au poids de ces différents types, des études en France, en Angleterre, à Barcelone, en Allemagne et en Belgique, réalisées par François qui est ici. En gros, de toutes ces études, alors toutes n'ont pas travaillé sur les 2 aspects, mais en gros, il y a un poids prépondérant pour les propriétaires individuels, constitués en personnes physiques, par exemple, ce serait le cas ici, suivant la réglementation en Belgique, et qui ont un patrimoine de petite et moyenne envergure. En fait, ça a l'air d'être quand même une situation qui est partagée dans les autres villes. Alors, il y a le cas de Berlin, qui est souvent présenté comme exemple, et pourtant, il a l'air de faire exception. Et à Berlin, il y a des grandes entreprises qui possèdent des dizaines de milliers de logements, parfois plus de 100 000 logements. Et quelle géographie? Alors ça, c'est encore moins étudié, mais en France, il a été montré que, en gros, dans les centres des villes, les logements sont plus possédés par des propriétaires qui ont un patrimoine un peu plus important. Alors voilà, je commence la partie technique sur les données. C'est une partie auquel je tiens pour que vous compreniez les difficultés de travailler sur ces questions-ci. Donc moi, j'ai travaillé sur le cadastre de 2015, donc ça veut dire que j'ai pour chaque ligne qui est propriétaire et de quoi il est propriétaire et en quelle proportion il est propriétaire, en quelle proportion c'est la quotité, donc de combien de logements possiblement. Et j'avais aussi l'adresse de domicile. Et donc, en croisant les deux, en croisant l'adresse du logement possédé et l'adresse du domicile du propriétaire, j'ai déduit les logements loués. Donc, c'est-à-dire que s'ils possédaient un logement à une autre adresse à laquelle ils habitaient, donc s'ils n'habitaient pas l'adresse d'un logement qu'ils possédaient, eh bien, j'ai déterminé que c'était un logement loué. Une autre hypothèse forte que j'ai réalisée, peut-être on pourra en rediscuter, mais j'ai fait l'hypothèse que la rente était captée par le dernier propriétaire. C'est une hypothèse forte si on suit la théorie de la rente, parce qu'on peut imaginer que si on vient d'acheter un logement et qu'on le met en location, d'une certaine manière, le loyer va pour payer l'achat du logement qu'on a payé. Donc ce serait le propriétaire précédent qui possède, qui capterait la rente. Donc l'hypothèse que j'ai faite ici, c'est uniquement le dernier propriétaire qui capte la rente. Alors, pour soutenir mon propos, en fait, il y a seulement 1,5% du stock de logements total à Bruxelles qui est vendu chaque année. Et on peut imaginer que dans ces logements vendus, il y a quand même beaucoup de logements qui sont vendus à des propriétaires occupants. Et le nombre d'emprunts, parce qu'on peut se dire, oui, mais il y a une partie de la rente qui va pour la banque.
eh bien, il y a, si on regarde le nombre d'emprunts, il correspond à environ la moitié du nombre de logements possédés par des Bruxellois, hein, et dont on peut aussi imaginer qu'il y a beaucoup de propriétaires occupants. Alors, le gros problème auquel on a été face, auquel j'ai fait face, c'est qu'il y a un problème de ce qu'on appelle l'unité logement. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'est un logement. Hein, le problème, c'est que les logements peuvent avoir été divisés ou remembrés, hein, donc ou remis ensemble, sans que ce soit enregistré au cadastre. Alors, je vous ai montré ici des exemples des cas possibles. Hein. Donc, si on prend le premier exemple, on a les ménages propriétaires en le rectangle bleu. Imaginez que c'est un propriétaire qui habite l'ensemble de son bâtiment, qu'au cadastre, il est divisé en 3 logements. Eh bien, moi, je vais le considérer comme un propriétaire bailleur, alors que ce n'en est pas. Hein, donc, il y a je vais le considérer, bien, en fait, il habite un logement, les 2 autres, il les met en location, alors qu'en fait, ça n'est pas le cas. Le deuxième cas, donc là, il est effectivement propriétaire bailleur, il habite le premier, il met en location les 2 autres, mais en fait, il n'en met pas 2 en location, il n'en met qu'un. En fait, c'est 2 au cadastre, mais dans les faits, c'en est qu'un. Hein, donc, dans ces 2 cas-ci, il y a une surestimation du nombre de logements. Le troisième cas, qui lui est correct en termes de nombre de logements, où c'est un propriétaire qui habite dans un logement, qui met en location les 2 autres, ce serait vraiment un vrai propriétaire à domicile et où le nombre de logements correspond à la réalité. Le quatrième cas, c'est le cas tout simple d'un propriétaire occupant simple, mais on peut imaginer un propriétaire occupant qui a divisé son logement, qui ne l'a pas fait enregistrer au cadastre, c'est le 5e cas, et qui le loue qui loue des parties à d'autres ménages. On peut imaginer par exemple des familles dont les enfants sont partis et qui mettent en location qu'ils mettent en location les étages supérieurs mis en appartement et qui n'est pas enregistré au cadastre. C'est aussi tout à fait possible. Hein, donc voilà, vous voyez bien qu'il y a plein de cas possibles. Alors, voilà, pour insister sur le genre de choses à ne pas faire, je prends cet exemple, c'est pas pour lui jeter la pierre, je pense que c'est aussi quelque chose qui nous incombe à nous, à de faire la pédagogie sur ce que sont ces chiffres et ce qu'on peut en faire. C'est la présidente d'Ecolo qui dit il y a suffisamment de logements à Bruxelles, et elle s'appuie sur des chiffres publiés sur l'IPSA qui dit qu'il y a plus quand elle compare 2 chiffres, elle dit il y a plus de logements que de ménages. Et vous voyez bien, dans la situation que je vous ai présentée, que c'est difficile de savoir combien il y a de logements à Bruxelles. Alors, combien il y a de logements à Bruxelles? Quelle fiabilité on peut avoir? Donc, il y a 2 sources généralement qui sont... il y a 2 grandes sources sur le nombre de logements à Bruxelles. Il y a celle publiée par le cadastre, et il y a celle publiée par le census. Alors, j'expliquerai plus tard que le census se base sur le cadastre et d'une certaine façon, c'est un peu modifié. Ils l'ont travaillé, mais donc au cadastre, on renseigne en 2015 qu'il y a 563 000 logements. Alors que le census, en 2011, il renseigne 488 logements. Donc, il y a un écart de 75 000 logements. Et cet écart ne peut pas s'expliquer par les différences de date, parce que entre les deux, il y a entre 3 et 4 000 logements par an qui ont été autorisés, donc même pas forcément construits. Donc ça fait environ 16 000 logements sur toute la période, donc ça n'explique pas les 75 000 logements. Et si on fait la somme des écarts par secteur statistique, parce qu'on peut se dire, oui, mais dans certains endroits, ils en comptent plus, à certains endroits, ils en comptent moins. Si on fait la somme des écarts par secteur statistique, on a 93 000 logements d'écart, donc ça représente environ 20%. Donc on ne sait pas combien il y a de logements à Bruxelles à ce type de grandeur-là. Et pourquoi est-ce qu'on est arrivé dans cette situation? Il me semble que une des raisons principales, c'est qu'on a abandonné les recensements papier. On est passé à des census qui sont des croisements de bases de données administratives. Donc il n'y a plus aucun contrôle avec la réalité qui est réalisée. Et il me semble que ces problèmes de données sur les logements, de certaine manière, c'est révélateur de quels moyens l'État se donne pour connaître cette question, pour comprendre cette question. Et donc, voilà, il me semble que ça dit quelque chose. Et donc moi, ce que j'ai fait, je reviendrai, mais j'ai en gros réalisé un nettoyage, parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'incohérences dans les données du cadastre. Et puis, j'ai décidé de travailler avec des fourchettes en prenant parfois et en ne prenant pas compte des logements loués à domicile.
Et pour revenir donc, sur la citation de Raja Mabwan sur il y a plus de logements que de ménages, je vais revenir sur le nombre de ménages. Le nombre de ménages non plus n'est pas une donnée fiable. Ici, ils avaient une carte de l'évolution du nombre de ménages isolés de jeunes 18 à 29 ans, donc typiquement l'âge où on fait des études, où on fait la décohabitation du toit parental. Et qu'est-ce qu'on observe sur cette carte? En rouge, on peut observer d'abord, en gros, les lieux d'études supérieures. On voit l'ULB, on voit Alma, on voit Erasme, on voit Bracop, etc. Et puis après, si on enlève ça, en gros, c'est bleu partout, sauf à la ville de Bruxelles. Vous voyez, la ville de Bruxelles, c'est rouge quasi dans tout le Pentagone, quasi dans tout le quartier Schuman, toute l'avenue Louise, et même vers le nord. Et selon, c'est une carte réalisée par un collègue, selon nous, il y a une suspicion forte qu'il y a un enregistrement différencié selon les communes. Qu'en fait, qu'on enregistre différemment les colocations, et on a des retours d'individus qui racontent qu'ils ont été enregistrés de façon différente alors que leur situation est comparable, ou même qu'au sein d'une colocation, ils vont être enregistrés de façon différente. Moi, j'ai une collègue qui a été mise qui habite dans une colocation et qui a été mise d'abord dans un ménage isolé, puis un coloc à elle est arrivé, on l'a mise avec elle dans un même ménage, et puis après, il y a 2 autres colocs qui sont arrivés, qui ont été mis chacun dans des ménages séparés. Donc, on comprend bien que la notion de ménage est aujourd'hui très floue. Et puis si on doit ajouter à ça les ménages des personnes sans papier, les personnes sans papier qui ne sont pas enregistrées, alors vous avez un peu une état du tableau de cette donnée qui n'est pas fiable. Donc on va comparer une donnée qui n'est pas fiable, le nombre de logements, et une autre donnée qui n'est pas fiable, le nombre de ménages. Donc c'est ce genre de choses qui est typiquement pas à faire. Alors... donc, il y a cette incertitude sur le nombre de logements. Il me semble qu'il y a un besoin de données sur le nombre de logements. Il y a un besoin de cadastre de nombre de logements. Aujourd'hui, on a un cadastre des parcelles cadastrales, mais on ne sait pas combien effectivement il y a de logements à Bruxelles. Et vu la situation, il me semble que ça doit faire partie des priorités. Et donc moi, comment est-ce que j'ai fait pour me dépatouiller dans toute cette affaire? J'ai décidé de travailler avec des fourchettes. J'ai essayé de travailler avec et sans tenir compte des logements loués à domicile. Et donc souvent, les résultats que je les présente avec une fourchette. Comme ça, vous avez une idée de l'incertitude que je donne. De certaine manière, je vous montre un bout de la cuisine, je vous montre un bout de la technique qu'il y a derrière, et ça vous donne aussi une idée de la certitude, et aussi ça invite évidemment à travailler plutôt avec des ordres de grandeur plutôt qu'avec des chiffres très très précis. Donc par exemple, ici, c'est la carte que j'ai réalisée du croisement des données cadastre et census. Donc là où c'est en rouge, c'est là où il y a plus de logements au census. Là où c'est en bleu, c'est là où il y a plus de logements au cadastre. En gros, la boule rouge ici, c'est l'Office des étrangers. L'autre boule dans le sud du Pentagone ici, c'est le CPAS de Bruxelles. Donc c'est deux boules qu'on peut expliquer. Et puis il y avait plein de boules bleues avec de taille quand même importante qu'on ne pouvait pas expliquer. En fait, il s'agissait d'erreurs dans le cadastre. Et donc j'ai réalisé un nettoyage où j'ai été voir parcelle par parcelle, et j'ai pu supprimer comme ça un certain nombre d'erreurs. J'ai supprimé environ 16 000 logements. Ah oui, mais ça me fait plaisir que ça vous fasse rire. Je rigole plus mais avec ça, mais parce qu'en effet, oui, il y avait des erreurs, des endroits où il était marqué qu'il y avait 999 logements, alors que quand on va voir sur Street View, c'est juste une maison, des choses comme ça. Donc, les données sur les logements sont vraiment pas de bonne qualité. Et alors, donc, vous voyez ici quand même, donc hormis la grosse boule rouge, l'ensemble des boules sont plutôt bleues. Donc c'est-à-dire qu'il y a plus de logements au cadastre qu'au census. Si on regarde ici, c'est sans tenir compte des logements loués à domicile, où en gros, on a surtout des boules rouges, et donc plus de logements au census qu'au cadastre. Ouais. Donc jusqu'en 2001,
il y avait un recensement papier, donc des grands questionnaires qui étaient envoyés aux ménages qui devaient remplir, où ils devaient remplir toute une série de statistiques. Et à partir de 2011, les recensements papier ont été annulés, ont été supprimés, et on n'a plus qu'un census, qui est un croisement de bases de données administratives où, en gros, on va prendre des données du cadastre, on va prendre les données de domiciliation, on va prendre les données de la BSS pour les revenus, les données des diplômes, etc., etc. On va faire un grand croisement de bases de données. Mais François travaille là-dessus, j'imagine qu'il pourra vous parler plus en détail de ça. Donc, voilà enfin les résultats. Donc, pour résumer, des grosses difficultés sur le nombre de logements, et donc ça m'a amené à vous présenter les résultats avec les logements avec et sans les logements loués à domicile. Donc, mes résultats principaux qui battent en brèche ces deux idées reçues. Les propriétaires ont absolument besoin des loyers pour s'en sortir. Des grandes entreprises liées à la finance achèteraient des milliers de logements pour les mettre en location. Moi, mes résultats, c'est plutôt des petits propriétaires perso physiques, plutôt des propriétaires aisés, une part importante de propriétaires qui habitent en dehors de Bruxelles, et une structure de la propriété qui est liée à la division sociale de l'espace bruxellois, et enfin, une surreprésentation des hommes de 40 à 45 ans. Donc ici, vous avez un tableau du nombre de logements selon le statut juridique. Alors, je l'ai calculé en pourcentage du logement. J'avais aussi réalisé d'autres statistiques en pourcentage de revenus cadastrales, en pourcentage des surfaces utiles. C'était pour tester. En gros, ça donne quand même des résultats proches. Mais en gros, on a 70% de logements qui sont possédés par des propriétaires constituant personnes physiques, des logements loués, contre environ 11% des logements loués qui appartiennent à des entreprises, et environ une dizaine de pourcents des logements par des entreprises de logements sociaux. Ce chiffre est plus élevé que celui que généralement on utilise, de pourcentage de logements sociaux, parce que moi ici je le fais en pourcentage de logements loués, pas en pourcentage du stock total. Donc plutôt des personnes physiques. Et si on va regarder les entreprises, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé la taille du patrimoine des entreprises. Vous avez ici un graphique qui montre la part des logements loués selon que les propriétaires constitués en entreprise en possèdent 1 à 2, 2 à 3, 3 à 4, 4 à 5, etc. etc. La fin ici, j'ai rassemblé en grande classe parce que sinon, on avait une distribution avec une queue qui est très importante. Donc si on regarde les grosses entreprises, ceux qui possèdent plus de 20 logements, ça ne représente que 3% des logements loués. Et si on prend les entreprises qui possèdent plus de 50 logements, ça ne représente que 1,2% des logements loués. Donc la plus grosse entreprise à Bruxelles qui loue des logements, c'est Home Invest. Elle en possédait 700 en 2015. Et la deuxième, elle en possède la moitié, environ 350. Et c'est évidemment très très différent de la situation à Berlin, qui est souvent pris en point de comparaison. Par exemple, la Deutsche Wohnen, on possède 115 000 et Vonovia en possède 40 000. Donc en gros, on a un secteur de la location de logement qui est faiblement financiarisé. Si on regarde maintenant pour les propriétaires personnes physiques, vous avez le même tableau, là en pourcentage de logements loués par des propriétaires personnes physiques, qui selon qu'ils en possèdent 1 à 2, 2 à 3, etc., etc. Si on regarde de 1 à 3, donc les trois premières barres, ici, si on fait la somme de ces trois barres-ci, on a 60% des logements loués. Donc on a 60% des logements loués qui appartiennent à des propriétaires personnes physiques qui en possèdent 1, 2 ou 3. Si on va jusque 5, eh bien on a 75% des logements loués. Et si on regarde ceux qui en possèdent plus de 10, vous vous rappelez l'exemple que je vous avais montré au tout début de présentation sur l'Espagne, où ils avaient une régulation spéciale sur les propriétaires qui possèdent plus de 10 logements. Qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien qu'eux, ils possèdent environ 12% des logements loués par des personnes physiques. Si on rajoute à ceux-là ceux possédés par les entreprises, eh bien on a environ 18% des logements loués qui appartiennent à des propriétaires qui en possèdent plus de 10, qui possèdent plus de 10 logements. Ça veut dire que si on fait ce type de régulation, on ne touche environ que 20%, ou qu'un cinquième du parc de logements. Et alors, quel poids ils représentent, ces propriétaires ? Donc on disait c'est plutôt des petits propriétaires. Ils représentent un nombre non négligeable des ménages bruxellois, entre 10 et 15% des ménages bruxellois.
Hein, donc ça donne une opposition qui n'est pas les 1% versus les 99%. On a quand même un nombre conséquent de ménages. Hein, et si on reprend la répartition qui est souvent présentée, je vous présentais au départ qu'il y a 60% de locataires à Bruxelles, 40% de propriétaires, eh bien, il n'y a entre 25 et 30% de ménages bruxellois qui sont uniquement propriétaires occupants. Hein, donc cette statistique permet de diviser la classe des propriétaires entre ceux qui possèdent le logement uniquement pour eux-mêmes et ceux qui l'utilisent pour, en gros, exploiter le travail de leurs locataires. Donc on a plutôt une propriété dispersée, mais qui est tout de même possédée par une minorité des ménages bruxellois. Alors ici, ce que j'ai voulu analyser, c'est leur profil en termes de revenus. J'ai divisé les propriétaires selon les déciles de revenus auxquels ils appartenaient. Donc les déciles, le principe, c'est qu'on classe la population et qu'on divise en 10 tranches. Donc le premier décile, c'est les 10% les plus pauvres. Le deuxième décile, c'est ceux entre les 10 et les 20% les plus pauvres. Donc les 3 premiers déciles, c'est les 30% les plus pauvres. Et le 10e décile, c'est les 10% les plus riches. Okay. Donc, si on regarde le rectangle vert, on observe des valeurs qui sont au-dessus de 10. Donc 10, ça devrait être l'équirépartition. Si tout le monde était réparti de façon équitable, on devrait avoir 10% dans chaque tranche. On observe une surreprésentation dans les déciles inférieurs parmi les locataires. Si on regarde tous les bailleurs, donc si on regarde le rectangle rouge, on observe une surreprésentation dans les déciles supérieurs. Si on fait la somme ici des 5 derniers déciles, on a 75% des logements loués. Donc 75% des logements loués appartiennent à des ménages qui sont plus riches que la moitié des ménages. Et ici, de l'autre côté, en bleu, on a ceux qui seraient les propriétaires bailleurs plus pauvres qui appartiennent aux 3 premiers déciles. Donc si on fait la somme ici, on a environ 18%. Mais il y a un souci avec ce travail statistique, c'est que les déciles que j'ai utilisés sont des déciles qui prennent uniquement en compte les revenus fiscaux. Donc ils ne prennent pas typiquement en compte les revenus liés à la location de logement. Donc les locataires ont des revenus, une fois les loyers payés, moins important forcément, et les bailleurs, ils ont des revenus une fois la rente perçue plus important. Donc la répartition qui est ici, c'est une répartition extrêmement prudente qui ne tient pas compte de ce transfert lié au loyer. Alors donc pour estimer cette proportion de bailleurs plus pauvres, il fallait faire quelque chose, puisque ça ne tenait pas compte de ce problème-là. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de compter combien de logements étaient loués par des bailleurs qui étaient dans les 3 premiers déciles, donc toujours le même critère, et qui par ailleurs n'avaient qu'un seul logement mis en location. Et alors là, on n'a plus que 4% des logements loués. Donc ça, c'est une première fourchette que je peux dire fourchette basse. Et puis qui ne louent qu'à une seule adresse pour tenir compte de ces propriétaires bailleurs à domicile. Et là, on a 8,4%. Donc, ces bailleurs plus pauvres, c'est une réalité, ça existe, mais ils sont très minoritaires. Et la façon dont on les a approchés, ce n'est que sans tenir compte des revenus qui tiraient de la mise en location de leur logement. Alors, autre résultat, c'est qu'on a beaucoup de propriétaires qui habitent en dehors de la région bruxelloise, entre 30 et 40% des logements loués qui appartiennent à des propriétaires en dehors de la région. C'est quoi la géographie de ces propriétaires ? C'est surtout à proximité, proche de la région bruxelloise, on a la périphérie proche. Aussi, on voit les grandes villes, on voit aussi la côte qui ressort, probablement liée à des déménagements au moment de la pension. Et ces propriétaires sont aussi plutôt des petits propriétaires et ils représentent un nombre équivalent à environ 10% le nombre de ménages bruxellois, pour vous donner une idée de leur nombre. Et alors, il me semble qu'on peut dresser 2 hypothèses sur leur stratégie d'investissement. Soit ils investissent depuis la périphérie, soit en fait leur patrimoine est lié à leur déménagement parce qu'ils achètent un premier logement et puis ils déménagent et puis ils conservent leur logement qu'ils mettent en location. Alors, ici, donc c'est un exercice que j'ai fait, que c'est une typologie. Alors,
typologie des secteurs statistiques. Donc en gros, j'ai essayé de rassembler les secteurs statistiques selon qui se ressemblent sur différentes variables. Et donc les variables que j'ai présentées ici, hein, propriétaires à domicile, propriétaires qui sont à moins de, qui possèdent des logements qui sont à moins de 200 mètres et qui sont non bruxellois. Est-ce qu'il y a beaucoup de logements sociaux? Est-ce que c'est beaucoup d'entreprises? Est-ce qu'il y a beaucoup de grands propriétaires? Donc j'essaie de regarder toutes ces variables-là et j'essaie de voir est-ce qu'il y a des quartiers qui se ressemblent sur ces variables-là. Et ensuite, je les ai coloriés avec des couleurs que moi j'ai choisies et je leur ai donné un nom que moi j'ai choisi. Hein, et alors, qu'est-ce qu'on observe comme type? Le premier type, c'est le type logements sociaux forts, hein, que j'ai appelé comme ceci, que j'ai mis en orange, c'est les quartiers où il y a beaucoup de logements sociaux. Il y a un type qui ressemble, hein, c'est classique en typologie, mais qui est un peu moins faible, hein, parce qu'il y a aussi des quartiers, des secteurs statistiques où il y a des logements sociaux, mais ça ne représente pas la totalité du secteur statistique. Alors le troisième type, c'est les propriétaires que j'ai appelés à proximité, hein, où il y a beaucoup de propriétaires à domicile, beaucoup de propriétaires qui habitent dans les mêmes, hein, ou pas très loin, à moins de 200 mètres, et où dans ces quartiers, on voit qu'il y a très peu d'entreprises et plutôt des tailles de portefeuille similaires à la moyenne. Hein. Donc si on regarde ici, c'est quels quartiers? Ce sont les quartiers, hein, de ce qu'on appelle le croissant pauvre, ou les quartiers centraux, les quartiers populaires centraux. Hein. Hein, donc on a bien une structure, hein, qui ressort qui ressemble à celle-ci. En bleu foncé, hein, c'est les grands propriétaires et entreprises. Hein, on voit ici beaucoup d'entreprises SPRL, beaucoup de logements possédés par des propriétaires qui en possèdent beaucoup. Et le bleu clair, c'est plus ou moins le même type, mais un peu moins fort. Hein, et où sont situés ces logements possédés par ces propriétaires? Eh bien, surtout, hein, dans le Pentagone. Pour les bleus foncés, dans le centre du Pentagone. Et pour les bleus clairs, on voit les axes de prestige, hein, l'avenue Louise, Châtelain, les grands boulevards qui ressortent. Puis on a en mauve, hein, ici, ce qui constitue la deuxième couronne est, hein, avec les quartiers, hein, un peu plus aisés, centraux, hein, qui sont soumis à des dynamiques de gentrification. Ben, on a plutôt un type moyen, avec quand même plutôt des propriétaires avec des plus grands portefeuilles. Hein, et puis en périphérie, hein, en seconde couronne, qu'est-ce qu'on observe? Plutôt des propriétaires... une surreprésentation des propriétaires non bruxellois, hein, c'est le cas pour le vert clair et pour le vert foncé. Hein, et pour le vert foncé, plutôt des petits propriétaires. Hein, donc on voit bien ici la seconde couronne qui ressort. Alors pour résumer, hein, ceci, j'ai fait une corrélation avec un autre indice qui est un indice synthétique de difficulté qui en gros dit si le secteur statistique est plutôt habité par des ménages pauvres ou des ménages plus aisés. Hein, et qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'il y a bien un lien entre mes types et la division sociale de l'espace bruxellois. Hein, donc, hein, quand on parlait tout à l'heure de s'attaquer aux très grands propriétaires, hein, si on fait ça, eh bien, on va plutôt, hein, toucher les quartiers centraux et les quartiers aisés et moins les quartiers pauvres. Hein, donc, alors que ça pourrait être un des objectifs de régler la question du logement dans les quartiers pauvres. Alors enfin, le dernier résultat, hein, c'est ici... Le nombre de logements possédés selon la classe d'âge et le sexe, hein, donc les hommes à gauche, les femmes à droite. Je vous ai mis ici la structure de la population bruxelloise, hein, donc c'est ce qu'on appelle une pyramide des âges. Hein, donc en gros, c'est toutes des classes de 5 ans et vous avez ici la proportion de la population. Ici, c'est la proportion des logements loués. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, c'est plutôt une surreprésentation des hommes. Hein. Vous voyez que c'est tiré vers la gauche. Et plutôt des classes d'âge entre 45 et 70 ans. Hein. Donc plutôt des classes d'âge où on est en âge de travailler. Hein, où on a un autre revenu, hein, ce qui corrobore avec l'autre résultat, hein, qui était que les gens avaient des revenus élevés par ailleurs. Donc voilà, j'en viens à ma conclusion. Hein. La question sur laquelle j'ai travaillé, c'est qui perçoit la rente liée à la location de logement. Hein, et de fait, hein, on a plutôt une rente qui est partagée par des parties diverses de la société. Hein. Vous avez vu que ce n'était pas totalement homogène. Donc on a plutôt des petits propriétaires individuels issus des classes intermédiaires et supérieures. Hein. Donc on peut en conclure que, en gros, les loyers sont un transfert qui part de ménages plus pauvres vers des ménages plus riches. Hein, et qui s'inscrit dans cette dynamique de logement comme quatrième pilier de système de pension, mais qui est profondément inégalitaire.
Euh, qu'on a une faible présence d'acteurs liés à la finance. Hein. Donc on a une opposition on opposerait entre 20 et 25% versus 60%. Hein, si on prend les ménages bailleurs dans la région plus ceux qui sont en périphérie. Hein, ce qui est très loin d'une opposition des 1% versus les 99%. Et alors, il me semble que c'est des résultats importants et qui expliquent possiblement des blocages, qui expliquent des blocages politiques, mais aussi qui est important pour ne pas se tromper d'ennemis. Malgré tout, ces propriétaires restent une minorité. Hein, donc, ce n'est pas infaisable, il me semble, politiquement, de mettre en place des mesures de régulation des loyers, par exemple. Et puis qu'il y a un lien entre la structure de la propriété et la division sociale de l'espace. Hein. Vous avez vu cette dernière carte que j'ai présentée. Hein. Plutôt des propriétaires à proximité dans les quartiers plus pauvres, peu d'entreprises dans ces quartiers-là, plutôt des entreprises dans les quartiers centraux, les quartiers de première couronne Est, plutôt des non-bruxellois en deuxième couronne. Hein, et voilà plusieurs hypothèses pour le travail futur. Hein. C'est cette division sociale de l'espace, cette division sociale de l'espace, la structure de la propriété, ça invite à analyser la propriété populaire, voir comment fonctionne le logement dans les quartiers populaires, et essayer d'analyser sous l'angle de la segmentation des marchés. Les propriétaires hors bruxellois, en dehors de Bruxelles, c'est aussi une interrogation. Comment fonctionne leur investissement? Est-ce que c'est plutôt lié à leur mobilité résidentielle, plutôt des investissements? Et puis, est-ce qu'on observe des tendances à la concentration de la propriété? Est-ce qu'on observe une augmentation de l'intervention des acteurs liés à la finance et le fait de ménages de plus en plus riches? Enfin, c'est le genre de choses qui est encore à explorer. Alors, comme je le disais, on a ici nos références à François et à moi, le lien pour ma thèse. Donc, elle est disponible en ligne. Elle fait environ 200 pages. Tout n'est pas sur ces questions-là, donc vous pouvez choisir les passages. Et il me semble que j'ai essayé en tout cas de faire en sorte que les conclusions résument les principaux résultats. Il y a plus de détails, plus de tableaux si ça vous intéresse. Il y a aussi le rapport de François qui s'est basé plutôt sur les données du census et qui donne des résultats relativement similaires aux miens. Et puis, tant que vous êtes là et captif, j'en profite pour faire de la promotion pour mon groupe de rock. Donc, on a des dates prévues au Collège de Belgique sur une série de 4 cours sur la question du logement, un enjeu majeur à Bruxelles. Donc, si vous ne venez pas pour nous, je pense que rien que pour le bâtiment, ce sera intéressant. Et c'est fin janvier. Et donc, je donnerai dans ce cadre-là un cours sur notamment la théorie de la rente. Puis il y aura Christian qui va parler des cités et jardins, Mathieu et Pernel qui parleront des expulsions de logements. Et puis il y aura un dernier cours avec Charlotte sur le co-living et Airbnb. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis disponible pour discuter, pour vos questions.